Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les minorités de genre et plus particulièrement les femmes. Ici, nous abordons des sujets intimes, actuels, sociaux et parfois, hélas, tabous. Mes invités viennent se confier à mon micro pour parler de leur histoire, de leur parcours. Nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Je suis convaincue que malgré les parcours plus ou moins difficiles que nous pouvons traverser, il y a toujours un peu de lumière derrière l'arc-en-ciel. Et l'objectif de ce podcast est de montrer qu'il faut, justement, toujours y croire et se raccrocher à cette petite lueur ô combien précieuse. Je vous laisse découvrir notre invité du jour qui va nous raconter son histoire tout en diffusant, comme toujours, un précieux message d'espoir. Wake up when the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très touchée de faire la rencontre de Pauline, que vous connaissez peut-être grâce à son compte Instagram Pauline Alopecia. Donc voilà, elle me reçoit chez elle à Rennes et donc on enregistre cet épisode pour parler de sa petite vie et notamment de son alopécie. Bonjour Pauline. Bonjour Capucine. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va aussi, merci. Je suis très contente de te rencontrer aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on parle et tout, qu'on a envie d'enregistrer cette interview, mais ça n'a pas forcément été simple entre les études, le Covid, enfin bon, bref. Ouais. Mais c'est bon, on y est, donc c'est Enfin. super. Alors du coup, aujourd'hui, on va pouvoir, tu vas nous parler de toi et notamment de ton alopécie, puisque c'est ce dont tu parles le plus sur ton compte Instagram, mais on va aussi parler de d'autres sujets qui te concernent. Donc l'alopécie se caractérise par de fortes chutes de cheveux, mais je vais te laisser après expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Avant ça, je vais juste donner, comme d'habitude, quelques statistiques sur le sujet. Donc en France, on estime que 16% des femmes souffrent d'alopécie contre 50% des hommes. Mais même si les chutes de cheveux sont complexantes pour tout le monde, surtout quand ça devient donc des calvities, je pense que tu pourras nous expliquer aussi la différence. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est sûrement plus difficile de se confronter au regard des gens. Donc voilà, donc je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu de toi, se présenter, voilà, aux personnes qui nous écoutent? Pas de souci. Mmh. Du coup, moi, c'est Pauline, j'ai 19 ans, bientôt 20 déjà maintenant Ouais. et je suis, étudiante à Rennes en école de design. Je pratique de la gymnastique et sinon j'ai une vie un peu lambda comme tout le monde qui est quand même bien chargée pour mon petit âge, un petit emploi du temps de ministre et je me bats pour, différentes causes et c'est ce pourquoi je pense qu'on est là aujourd'hui et c'est cool. Ouais, exactement. Tu es assez engagée, notamment avec ton compte Instagram, et cetera, donc on va en reparler. Puis du coup, c'est vrai qu'au niveau de tes passions, toi, c'est plus tout ce qui est dessin, et cetera, je suppose? Ouais, tout ce Ouais. qui est artistique et tout ce qui en fait, j'aime beaucoup de choses parce que j'aime vivre, du coup, j'aime, vraiment toucher à tout et puis pouvoir expérimenter plein de nouvelles choses. Ouais, OK. Bon, bah, super. Alors du coup, je pense qu'avant toute chose, ce serait bien que tu nous expliques ce que c'est l'alopécie parce que c'est un peu le sujet principal, du podcast. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, un peu de quoi il s'agit? Oui, pas de souci. Donc dans les termes un peu, médical, déjà, il n'existe pas que l'alopécie, il existe, de l'alopécie androgénétique, de l'alopécie partielle, par plaque, des pelades. Il existe vraiment plein de sortes de pertes de cheveux, en fait. Enfin, moi, il y a la mienne, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y a aussi la calvitie, comme tu parlais tout à l'heure, qui touche plus spécialement les hommes. Après ça, c'est une question de genre Ouais. et cetera, mais c'est une maladie, en fait, qui touche le système immunitaire et qui va entraîner une perte des cheveux. C'est-à-dire que le corps va rejeter quelque chose qu'il pense mauvais, alors qu'en soi, les cheveux sont pas quelque chose de mauvais pour la santé d'un humain et c'est une maladie qui n'est pas forcément encore très connue en France. Pourtant, les chiffres sont assez importants, mais c'est pas une maladie rare en soi, mais on n'en parle que très peu parce qu'elle ne touche pas notre système de santé. C'est-à-dire que même si on perd nos cheveux, notre santé fonctionne à merveille et c'est dit comme étant une maladie, mais moi, je considère que c'est plutôt une condition physique finalement puisque, on n'est pas
atteint en fait, pour notre vie de tous les jours, Ouais. enfin, pour notre santé du coup Oui, je justement. vois, ouais. Et c'est une maladie où il y a pas forcément encore, de traitement, sûr pour soigner. Il existe des traitements, il existe des alternatives qui ne fonctionnent pas forcément pour tout le monde ou qui peuvent fonctionner à l'inverse. C'est une maladie un peu aléatoire et lambda, elle peut arriver à n'importe quel genre, n'importe quel âge, n'importe quelle période. Elle peut durer toute la vie, que quelque temps, avoir des rechutes, des repousses, des Mmh. chutes totales, des chutes partielles. C'est un peu l'aléatoire et ça peut arriver, à tout le monde à n'importe quel moment. D'accord et ap est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques ou c'est vraiment, le hasard? Je sais qu'il y a eu des recherches de fait sur ça. Après moi, je suis pas médecin et je préfère ne pas donner mon avis sur ça Oui. parce que je sais toujours que, bah, enfin moi je crois qu'on m'a dit que non, mais après il peut y avoir des médecins qui disent que oui du coup. Je pense que les recherches sont encore en cours, mais Mmh. je suis pas suffisamment renseignée dans le sujet en tout cas pour en Ouais. parler. D'accord, je vois et du coup, toi, c'est quel type, d'alopécie que tu as? Alors moi du coup, c'est une pelade totale, donc ça fait partie de l'alopécie en général, mais c'est, OK, ouais, enfin moi j'appelle ça une alopécie, mais c'est une pelade totale. d'accord, donc ça veut dire la perte de tous les cheveux, Ouais, moi, c'est tous les cheveux plus toute la pilosité corporelle. Bon, là, après, enfin, les gens du podcast ne le verront pas, mais mmh, j'ai des sourcils, j'ai des cils qui sont revenus. J'ai un peu de cheveux sur mon crâne, mais parce que, en gros, moi, ma pelade, c'est une pelade totale, mais après, elle a quelques évolutions qui vont et viennent. Donc, au final, ça varie toujours un peu sur le terme mmh. choisi, mais en quelque sorte, j'ai tout perdu et je suis chauve de partout, on va dire. Ouais, d'accord, je vois et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, on va rentrer un peu plus dans la chronologie, comment est-ce que ça a commencé, du coup, pour toi, l'alopécie? Alors moi, ça fait déjà 12 ans que je suis atteinte d'alopécie maintenant, ça remonte à il y a très, très longtemps. Mais un matin à 7 ans, je me coiffais et je me suis rendu compte, qu'à l'arrière de mon crâne, il me manquait quelques cheveux, donc qui étaient tombés je ne sais quand et je ne sais comment. Et là, ça a été tout de suite un questionnement parce que moi, j'étais toute petite, je comprenais pas forcément ce qui se passait et j'ai juste dit à ma maman: «Beh, écoute maman, enfin, j'ai pas de cheveux à l'arrière de mon crâne, c'est super bizarre, qu'est-ce qui se passe?» Du coup, on a été voir ma coiffeuse, puis mon médecin traitant et là, on a décelé, enfin, du coup, diagnostiqué, l'alopécie, la maladie. Et après, il y a eu tout plein d'évolutions sur l'ordre chronologique. J'ai eu des petites repousses, des chutes plus importantes. Tout ça jusqu'à mes 13 ans. Parfois, ça se voyait plus, parfois ça se voyait moins. C'était parfois caché par l'épaisseur de mes cheveux, parfois plus du tout. Et du coup, à 13 ans, quand j'étais en 5e, donc j'avais à peine 13 ans, en l'espace de quelques semaines, il y a tous mes cheveux qui sont tombés. Donc on m'avait jamais prévenu que c'était possible. Je comprenais pas tellement ce qui se passait. Et je suis devenue chauve, enfin, perdre mes cheveux plus ma pilosité corporelle vraiment très très rapidement en novembre 2014 et depuis après j'ai eu quelques phases de repousse, mais c'était de toutes petites repousses qui ne duraient pas longtemps et beaucoup de rechutes aussi. Ouais, d'accord. OK, donc c'est vraiment une maladie, du coup, on appelle ça une maladie qui est, assez aléatoire au final, on Ouais, sait jamais vraiment, comment ça peut évoluer, j'appelle un petit peu ça, sur la table de billard parce qu'on sait pas du tout comment ça va se passer ou sinon la petite montagne, enfin c'est vrai qu'on peut ouais. rien prévoir, rien prédire et c'est pour Mmh, ça qu'il faut aussi enfin qu'aujourd'hui j'essaye de la vivre, au mieux possible parce mmh. que c'est compliqué de se faire, enfin des fausses joies ou ce genre de choses dès qu'on a une repousse et qu'au final on voit que ça retombe derrière. Ouais, c'est ça. Parce que c'est possible, par exemple, d'avoir perdu tous ses cheveux et qu'au bout d'un moment, ils repoussent et que tu retrouves une chevelure, «classique» entre guillemets? Ça arrive Je ou? pense que c'est possible. Moi, je connais pas forcément de personne à qui c'est arrivé. Mmh. Après, je pense que ça arrive, mais il y a jamais le risque zéro que ça ne Oui, retombe c'est pas, ça, puisque même ouais. une personne, enfin, je vais pas dire lambda, mais une personne qui a tous ses cheveux et qui n'a pas du tout d'alopécie ou quoi, ça peut aussi lui arriver qu'elle tombe. Mmh. Il y a pas de 0% de enfin, de chance ou OK, de risque, en fait. d'accord. Et donc du coup, ouais, tu nous as expliqué un petit peu, l'évolution, voilà, comment est-ce que ça s'est passé. Toi, à 7 ans, quand tu perdu tes cheveux, enfin, quand tu t'es rendu compte pour la première fois que tu perdais tes cheveux, ça a été quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je pense que sur le coup, je comprenais juste pas ce qui se passait, mais c'est une fois que le médecin a posé le mot maladie que moi, je me suis un peu, posé beaucoup de questions. J'étais un peu perdue parce que, bah, à 7 ans, mine de rien, on est quand même très jeune et le mot maladie, c'est quelque chose d'assez flippant, mine de rien et quand on te dit, maladie à 7 ans, tu te dis: «Mais en fait, enfin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe?» et tu te poses plein de questions et tu pas forcément de réponse parce que, bah, souvent à cet âge-là, le médecin parle aux parents et parle pas forcément à l'enfant et moi, on m'a pas vraiment expliqué avec des mots d'enfant ce que je vivais. Donc j'ai essayé de enfin, dans mes souvenirs en tout cas, de le mettre un peu à part et de me dire: «Oui, bah, c'est juste des cheveux». Enfin, je reste la petite Pauline, souriante, aux yeux bleus, petite blondinette quand même, Mmh. de tous les jours et c'est après là que j'ai commencé à vivre du harcèlement scolaire déjà en primaire et qui m'a fait comprendre que bah, en fait, non, c'était pas si facile et que ma vie ne sera plus jamais comme avant et que ça allait devoir, enfin, ça allait devoir être un combat, pendant peut-être, plusieurs années, pendant peut-être toute une vie Mmh.
et sur laquelle j'allais devoir, sans doute gravir des montagnes, mais où je pourrais peut-être m'en sortir. Mais en tout cas, j'avais compris que c'était différent et j'avais là à peine 8 ans et je me disais déjà que j'allais morfler, mais que j'allais me battre et c'est chaud quand même, enfin, à Ouais. cet âge-là, de déjà devoir penser comme ça. Ouais, bah, oui, c'est sûr et donc du coup, tu disais que, dès le primaire, tu as commencé à avoir du harcèlement. Pourtant, à ce moment-là, donc tu perdais pas tous tes cheveux, on est d'accord? C'était juste, Ouais. des mais ça se voyait quand En fait, même? ça se voyait de plus en plus parce que Ouais. l'épaisseur était beaucoup moins, épaisse Mmh. justement et on voyait de plus en plus mes plaques. J'avais encore des cheveux, mais pas suffisamment pour cacher, l'alopécie du coup. Ouais, je vois et du coup, les moqueries, enfin, c'était quoi? Là, ça se passait surtout, dans le cadre du restaurant scolaire le midi parce que c'est-à-dire qu'à l'école, bon, on allait me surnommer crâne d'œuf, on allait s'amuser à me courir après, à Mmh. m'embêter, mais ça restait un peu moindre parce qu'il y avait, les professeurs dans la cour et cetera donc personne ne pouvait, vraiment oser me faire quelque chose et dès qu'on arrivait à la cantine, enfin, c'était triste à dire, mais le personnel, du restaurant scolaire n'était pas forcément très, présent, on va dire, pour le bien-être des Mmh. élèves. Enfin, ils voyaient pas forcément ce qui se passait, ils étaient un peu naïfs, on va dire, sur, Ouais. le comportement des enfants et de certains enfants. Mmh. Et là, ça s'est beaucoup joué là. Enfin, c'était vraiment toujours on me prenait par le bras, on m'embêtait. Quand je sortais de l'école, le soir, je rentrais à pied chez moi parce que c'était pas très loin de ma maison. Et là, on allait s'amuser à me suivre, etc. Et Ah jusqu'à ouais. un jour où moi, j'ai commencé à péter un plomb parce que j'avais peur d'aller à l'école, je voulais plus y aller. Du coup, j'en ai parlé à mes parents, à mon papa, qui a réagi, qui a été voir la directrice de mon école. Et là, ça s'est enfin stoppé parce que moi, à ce moment-là, j'allais voir aussi mon professeur d'école, qui était Mmh. un maître à ce moment-là il disait juste: «Oui, mais ça se passe à la cantine, donc moi je peux rien faire» et en fait, moi je me sentais Ah. juste, seule et je me disais: «Enfin, en fait, il pourrait m'aider, enfin, c'est grave ce que je Mmh. raconte» et je comprenais rien parce que j'étais toute petite. C'est maintenant avec du recul que je me dis: «Mais ça aurait pas dû se passer comme ça» et du coup, mon papa a réagi, a fini par même aller voir les enfants concernés et leur a dit qu'il fallait arrêter de m'embêter parce que sinon ça allait mal se terminer. Il les Mmh. a un peu menacés, mais au final derrière ça s'est tassé, puis eux sont partis au collège et moi j'ai retrouvé, beaucoup plus de cheveux et j'allais mieux, mais c'était vraiment compliqué comme période. Ouais, je vois et du coup, après le harcèlement, donc déjà, ça avait commencé, au primaire. Au collège, je suppose que, ça s'est pas forcément, amélioré, notamment parce que, on sait très bien qu'au collège, les gens sont pas très agréables et voilà. Et aussi parce qu'au collège, c'est le moment où tu as perdu tous tes cheveux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé à ce moment-là? C'est vrai que aujourd'hui, quand je raconte ce qui s'est passé en primaire à des amis ou des camarades, tout le monde me dit: «Oh, c'est chaud et tout, enfin, tu toute petite, c'est compliqué de vivre ça à cet âge-là». Mais finalement, c'est pas de là où j'ai le plus de mauvais souvenirs parce que justement, j'avais encore cette insouciance d'enfant, même si je Mmh. comprenais qu'il y avait quelque chose de différent, de compliqué. J'avais toujours cette petite part d'enfant en moi qui comprenait juste pas et qui subissait sans rien dire. Et au collège, c'est déjà une période assez compliquée parce que c'est là où l'enfant se construit, c'est là où il apprend à se connaître lui, à connaître son corps, à connaître, ses envies, ses idéaux, ses volontés, ses valeurs et tout ce qui vient avec. Et c'est aussi là où le critère physique est malheureusement, trop pris en compte pour beaucoup d'enfants, autant sur soi-même, autant sur, le regard qu'on peut porter à l'autre et perdre ses cheveux, qui est quand même considéré comme un gros critère de féminité justement, je pense que tu voulais en revenir après, Ouais. mais enfin perdre ses cheveux, surtout dans enfin, il y a pas une période idéale, on va dire, mais au collège, c'était vraiment pas la bonne période, sachant que j'avais fait ma classe de sixième complètement normalement, avec mes cheveux, qui voilaient un peu la maladie parce qu'elle était toujours présente, mais très cachée et là, je perdais tout d'un coup. Moi, j'en avais pas forcément parlé parce que c'était pas un sujet auquel, j'aimais enfin, en fait, pour moi, c'était vraiment juste des cheveux, donc j'étais pas Pauline et sa maladie, donc quand j'allais parler de moi, j'allais jamais parler de ma maladie. Enfin, pour moi, c'était juste, ça fait partie de moi, c'est une condition et voilà et j'en parlais pas et là, au final, personne ne savait, personne n'y a été préparé et à part mes quelques amis qui étaient avec moi en primaire, enfin, tout le monde a été choqué. En fait, moi, mes parents, le personnel, scolaire, le personnel éducatif, mes camarades, personne s'attendait à me voir perdre mes cheveux, moi la première et personne m'avait dit surtout que c'était possible un jour que ça arrive et que je devienne chauve et à 13 ans, c'est quand même assez violent, surtout que tout de suite on te pose les mots perruque, les mots, les rumeurs qui circulent aussi. Enfin, au collège, on me disait, «Elle a un cancer, elle est contagieuse, elle va mourir, faut pas l'approcher, faut pas être son amie parce que sinon ça va nous donner, ce qu'elle a et tout, Mmh. enfin, c'est une bête de foire, elle est sale, elle est inférieure à nous» et c'était beaucoup, beaucoup de jugements psychiques et aussi beaucoup, beaucoup de violences, physiques parce qu'on s'amusait à m'arracher mon bonnet, on s'amusait à me faire peur, à me suivre dans la cour, à me pointer du doigt et en fait, ça devenait violent parce que moi, pendant 3 ans, j'ai vécu ça en me taisant parce qu'on me disait de me taire justement parce que le personnel éducatif ne voyait rien ou pire, jouait dans le rôle des enfants et des enfants qui faisaient eux du mal et en fait, moi, j'en étais arrivée à un stade où ça devenait un peu de la persécution et de l'oppression dans le sens où je pouvais rien dire, que je subissais sans rien dire et que ça en devenait presque, normal pour moi. C'était un peu la routine du,
allez, encore une journée à passer et la routine du «bah, c'est normal» et personne ne dira rien. Parce que dire à ses parents, qui te disent: «Est-ce que tu as passé une bonne journée?» et leur dire: «Bah oui, aujourd'hui, on m'a arraché mon bonnet 4 fois», c'est pas humain et c'est pas possible pour un enfant de 13 ans. Et puis voir, le personnel éducatif qui lui aussi s'amuse à t'enlever ton bonnet parce que tu veux pas le faire et que tu leur expliques que tu ne peux pas. C'est hyper frustrant, sachant qu'ils sont censés être au courant de ce genre de situation, sachant qu'ils sont censés accompagner l'enfant. Et pareil, les seules solutions qu'on te propose dans ces moments-là, enfin en tout cas que moi on m'a proposé, c'est, 2 semaines après être devenue chauve, «Oui, est-ce que tu veux qu'on passe, avec toi dans toutes les classes du collège pour expliquer ce que t'as. Moi forcément je dis non parce que, enfin, ça fait que 2 semaines que je suis chauve, je comprends rien à ce qui se passe et j'ai pas la foi d'affronter des troisièmes alors que je suis en cinquième et qui me Bah font déjà oui, peur. oui, bien sûr. Et tu dis non une fois et derrière on te propose jamais rien Mmh. et tu ne parles pas et en fait, c'était juste un putain de cercle vicieux où moi je me suis enfermée dans mon silence, où je subissais sans rien dire, où j'arrivais à penser avec des idées sombres parce que, bah, je voyais juste plus d'intérêt à tout ça et parce que tout ce qu'on me disait en permanence, c'est ce que je m'intégrais moi aussi. Donc moi aussi, je me suis crue inférieure et moi aussi, je me suis juste crue, pas humaine et une personne qui ne sert à rien et sans cheveux, je suis plus personne, en fait. Ouais, je vois pour toi à ce moment-là, perdre tes cheveux, c'était vraiment, bah, perdre qui t'étais, enfin, tu associais vraiment ça à Beh, justement, en fait, c'était pas le cas parce que pour moi, ça restait enfin, même si c'était dur de me le dire, ça restait quand même juste des cheveux. ouais, J'avais c'était j'étais plus par rapport aux Je autres, pense en fait. que, bah, j'étais jeune en âge, mais j'avais déjà cette façon de penser qui me disait que ça m'empêcherait pas de vivre, de pas avoir de cheveux, que je pourrais quand même être quelqu'un, que je pourrais quand même, avoir mes convictions, mes valeurs et mes idéaux. Mais le fait qu'on m'intègre que c'était pas le cas, à force, je me suis intégrée aussi et face au regard des autres, je me suis dit: «OK, moi, je suis vraiment personne sans cheveux». Mais parce qu'on me disait ça tout le temps, tous les Mmh. jours, en fait. Genre, j'arrivais limite, c'était: «Ah regardez, il y a la personne chauve qui arrive». Enfin, c'était horrible. Ouais, je vois, tu étais vraiment catégorisée comme ça, enfin, J'étais mise dans une case et je pouvais plus en sortir. mmh, ouais et donc du coup, est-ce qu'à un moment, il y a eu la solution, des perruques, je suppose, qui s'est un peu, peut-être imposée à toi? Est-ce que tu peux nous en parler de comment ça s'est passé, comment tu as vécu ça, et aujourd'hui où tu en es par rapport à ça? Les perruques, c'est un très, très gros sujet dans le sens où, encore une fois, pour moi, en cinquième, le mot perruque était quand même assez enfin, je vais pas dire que je me sentais vraiment, bête avec ce mot, mais j'étais jeune et j'étais insouciante et pour moi, la perruque, à ce moment-là, c'était soit le truc du carnaval que tu mets, comme un clown ou soit, une perruque, c'est sale, une perruque, c'est pour les vieux, une perruque, c'est pour les gens malades et je sais pas, le mot perruque, pour moi, ça me faisait comme c'est pas mon visage et c'est pas qui je suis. Alors que même si chauve, je me reconnaissais pas et que j'arrivais pas à me regarder dans un miroir, je savais que c'était pas quelque chose que je rajoutais sur moi. C'était quelque chose qu'on m'avait enlevé, mais qui restait quand même enfin, moi, je sais pas trop comment dire, j'avais ce rapport assez compliqué à mon crâne, mais pourtant, ça restait mon visage à moi, en fait et la perruque, malheureusement, ça a été la solution qu'on m'a, entre guillemets, oui, «imposée» dans le sens où moi, du coup, en novembre, j'ai perdu tous mes cheveux, donc c'était quand même la période, on va dire, idéale pour mettre un bonnet. Sauf que, ben, un coup que je me suis mise sous le bonnet, il m'a fallu beaucoup de temps pour le retirer, ce qui est normal parce que retirer quelque chose qui te protège du regard des autres, c'est très compliqué et au mois d'avril, 2015, on m'a dit que, bah, c'était plus possible, qu'un bonnet à cette saison, ça allait se voir, que c'était pas normal. En fait, au lieu d'essayer de comprendre de quoi j'avais besoin moi, au lieu d'essayer de comprendre que je m'en foutais, en fait, d'avoir un bonnet et que les gens voyaient que c'était pas normal, moi, c'était juste comme ça que je me sentais bien et au lieu d'essayer de tout savoir, on m'a juste dit: «Mais écoute, maintenant, il va falloir mettre une perruque parce que enfin, c'est ça la solution pour te cacher du regard des autres et être comme tout le monde» et ça, c'est avec du recul encore très compliqué parce que je me dis: «Comment ça être comme tout le monde?» enfin me cacher pour rentrer dans la norme, alors qu'aujourd'hui, j'essaye d'être cette personne hors norme qui sort de toutes ces cases et de toutes ces étiquettes, c'est super compliqué parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu impuissante et enfin, certes, on m'a pas non plus, assise, dans le magasin de perruques en me disant, «Allez, mets-toi ça sur la tête et on y va». Mais ça a été quand même assez violence quand même pour moi puisqu'on m'a quand même dit: «Faut mettre une perruque maintenant». On m'a presque endocrinée dans ce truc sans me dire vraiment: «De quoi tu as besoin toi?» On voyait que j'étais juste perdue. Du coup, il me posait la question de: «Comment tu veux faire?» On m'a dit: «Bon, bah, elle est perdue donc on va mettre la perruque» parce que enfin voilà et puis moi j'étais incapable de dire non parce que j'étais juste, dans une position où bah, la vie, c'était un poids déjà à ce moment-là et je me suis dit: «De toute façon, j'ai plus le choix de rien et ça fait déjà 2 ans qu'on choisit tout pour moi donc Mmh. en Ouais, f c'était pas du tout ton choix à en toi. fait, on choisissait tout pour moi toutes ces années de collège et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, enfin, j'ai pas mon mot à dire». Donc je suis arrivée dans ce fameux salon, à Nantes et aujourd'hui, Dieu sait que j'aimerais, retourner les voir et leur dire leur cas de vérité. Enfin, je suis arrivée dans un gros salon, un peu les grosses entreprises, très marketing qui sont là pour l'argent au lieu d'être là pour le psychique de la personne et là, on s'est amusé. Enfin, moi, je voulais vraiment, enfin, je voulais rien du tout de base, mais je voulais quand même une perruque qui ressemblait le plus possible à qui j'étais avant, la Pauline, de ces petits cheveux blonds, d'avant. Et en fait, là, on me mettait des perruques de tout type, de toutes les longueurs, pour me dire: «Mais tu préfères pas court, tu préfères pas hyper long?» Du coup, on m'en mettait de toutes les longueurs, sauf que, bah, c'était quand même assez traumatisant pour un enfant de
de cet âge-là, surtout qui n'étaient pas prêts à mettre une perruque sur sa tête. On me mettait de toutes les couleurs en me disant: «Mais t'inquiète pas, ça sera pas cette couleur, mais là, on a juste celle-ci en magasin». Et en fait, on me faisait ça, vraiment pour, acheter la perruque, pour voilà, faut mettre une perruque et tout. Mais moi, j'étais en mode: «Mais en fait, mon psychique, tout le monde s'en fout». Et là, j'étais juste complètement perdue et j'ai subi finalement ça et je me suis forcée à le faire pendant des années parce que ma perruque, je l'ai enlevée finalement qu'à 18 ans. Et là, on se dit: «Mais c'est quand même chaud de se dire que pendant 5 ans, j'ai porté une perruque, que je n'ai pas voulu porter». Parce qu'une fois qu'elle est posée sur ta tête, l'enlever, c'est juste impossible et c'est juste hyper compliqué. Parce que tu te dis: «Maintenant, les gens me voient avec la perruque et me voient pas sans». Donc faut revenir en arrière pour se réaccepter en ayant vécu tout ce qui s'est passé. Et puis même au collège, enfin, j'arrive avec ma perruque, mais les gens savaient que j'étais chauve parce qu'il y avait eu quand même les 6 mois d'avant. Donc ça changeait rien, en fait, finalement. Enfin, ça me protégeait à l'extérieur du collège, mais me protéger ou non, parce que finalement, même la perruque, ça se voyait beaucoup. Elle était pas faite pour moi, elle était pas bien réglée, elle était pas à ma taille. Moi, je savais pas la mettre, on m'a rien appris, on m'a juste dit, bah, mets ça, et puis voilà. Ouais. Et là, c'était très complexe et je suis passée par des phases avec les perruques qui font que j'en ai vécu un traumatisme et que quand je l'ai réussi à l'enlever, j'en étais rendue à un stade où la remettre était impossible aussi, alors que moi j'étais dans une phase où j'avais juste envie de pouvoir faire comme bon me semblait. C'est-à-dire mettre une perruque, mettre un foulard, ne rien mettre et que tout soit ok. Et qu'on n'ait pas à me dire t'es mieux avec, t'es mieux sans. Parce que c'était juste insupportable. D'ailleurs, j'en avais fait beaucoup de posts sur Insta parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques vis-à-vis de ça. Enfin, le fait que j'en mette une perruque, ça m'a suscité des centaines de messages me disant ah, t'étais mieux sans, tu préférais mieux sans, tu t'assumais plus. J'étais, mais en fait, s'assumer, c'est pas se montrer avec la maladie, s'assumer, c'est juste être bien avec soi-même. Et la perruque, ça a juste été le gros titre de toute mon histoire et c'est ça qui me suit encore aujourd'hui parce que j'ai du mal à être en phase avec ça et parce que j'ai du mal à comprendre vraiment pourquoi je dois me justifier sur ce sujet-là. Et encore aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est juste un gros traumatisme parce que j'ai jamais été bien suivie et correctement sur ça. Et que maintenant, je me dis, mais en fait, enfin, mon psychique, il a jamais été, on va dire, pris en charge, alors que c'est quand même le but de la maladie aussi. Ouais, je vois. Et justement, donc, tu nous parles un peu de prise en charge, et cetera. Toi, au moment du diagnostic de la maladie et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as été, suivie par des psychologues? Est-ce que ça venait de toi, la demande, ou est-ce que c'était un peu, encore une fois, imposé? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est encore un long et vaste sujet parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de médecins en 5e quand j'ai perdu tous mes cheveux. Alors, il y avait les médecins qui essayaient de comprendre pourquoi, il y avait les médecins qui essayaient de t'endocriner dans, on a des tests, qui sont, enfin des traitements qui sont en test et cetera. Est-ce que tu vas être un enfant cobaye ou ce genre de choses? Donc là, encore une fois, tu as l'impression juste d'être la bête de foire, enfin après le collège, tu sors du collège plus tôt pour avoir des rendez-vous et les rendez-vous, c'est juste te proposer des traitements pour que tu testes. Toi, tu es là, tu es en mode: «Mais enfin, coucou, je vais pas bien en fait, genre aidez-moi, je sais pas, faites quelque chose» et c'était juste enfin en fait, j'en pouvais plus, je saturais et moi, je pense que j'avais besoin de parler. Mais vu qu'on m'avait fait comprendre qu'il fallait pas parler, que du coup, à la maison, on ne parlait pas non plus de ce qui se passait parce que soit les personnes ne voyaient pas ou soit quand j'essayais d'expliquer, bah, forcément, c'était vite minimisé parce que moi, j'allais pas leur dire: «On m'a fait ci, ça aujourd'hui». C'était impossible pour moi et on me disait de pas le faire, donc je le faisais pas et j'étais juste toujours sous pression et au bout d'un moment, je pense que j'avais besoin de parler, mais j'avais besoin de parler et de communiquer à d'autres personnes que des psychologues. Sauf que là, on m'a du coup imposé en fait d'aller voir des psychologues, donc ça s'est pas forcément très bien passé non plus parce que moi, j'avais juste pas besoin d'eux, mais besoin de d'autres personnes. J'avais juste besoin de parler tout simplement et d'avoir enfin une communication sur tous ces sujets-là. Et puis parce que bah, finalement, l'alopécie entraînait beaucoup d'autres problèmes. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles je ne parle pas parce que c'est encore compliqué pour moi d'être en phase avec ça et que ça remonte encore là à mon âge parce que je comprends enfin beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ouais, l'alopécie, c'est quelque chose qui entraîne plein d'autres soucis derrière et j'avais juste énormément de raisons de devoir parler, mais j'en étais incapable. Et aujourd'hui, oui, je suis suivie et je suis super contente de me dire que c'était un choix personnel et que même si c'est pas pris en charge du tout parce que cette maladie, elle est un petit peu oubliée de tout le monde, moi aujourd'hui, je peux me dire que je progresse à ma façon, à mon rythme et que j'ai la conscience et j'ai la légitimité et l'envie de crier haut et fort que non, l'alopécie, c'est pas juste des cheveux et il y a aussi tout le côté psychique derrière. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et justement, donc, tu reparles des cheveux, et cetera. Tu te rappelles du premier jour où, parce que donc là, tu nous parles de quand tu as remis ta perruque et tout ça. Est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu as décidé d'enlever ta perruque et de sortir, en t'assumant du coup, comme tu voulais vraiment l'être? Tu t'en rappelles? La toute première fois, c'était en 2018, je ne saurais plus trop dire quand, je crois que c'était en mars 2018. J'en revenais d'un voyage en Espagne et tout, avec ma famille, mes parents et mes sœurs. Et je suis allée chez mes grands-parents, et près de mes grands-parents, il y a une grande forêt, et une forêt où il y a quasiment jamais personne. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ok, enfin, je suis chez mes grands-parents, ma perruque, je l'avais pas parce que quand je vais chez mes grands-parents, je la porte pas. Et je me dis, mais le problème, c'est que si on va se balader dans la forêt,
enfin, je sors de la maison, donc faut que je mette ma perruque. Et là, je me suis dit: «Mais pourquoi faut que je mette ma perruque? Genre, c'est enfin, pourquoi je me l'impose alors que j'ai pas besoin, que je suis bien comme ça et que enfin, j'ai toujours été bien comme ça parce que ma perruque, c'était vraiment le truc que je balançais par terre dès que je rentrais de l'école, donc Mmh. je l'avais ni à la gym, ni chez mes grands-parents, ni en famille, ni chez mes parents. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais sortir sans ma perruque». Et il a fallu que je croise, cette personne qui aujourd'hui, si je la revoyais pareil, je pourrais lui dire ses 4 vérités juste pour lui faire comprendre que, bah, c'était pas un comportement à avoir envers une personne, mais qui a en fait, serré la main à mon grand-père, dit bonjour à mes sœurs et qui moi m'a regardée et m'a dit, «Bonjour jeune homme». Donc bon, moi à ce moment-là, je me sentais tellement femme et tellement en colère que ce critère soit, enfin que ses cheveux soient le critère de féminité. Puis parce que je pense qu'encore aujourd'hui, si on me disait ça, j'aurais la colère de: «Ah, on me dit ça parce qu'on me ré enfin j'ai pas de cheveux donc on me réfère à l'homme tout de suite en fait». Du coup, je l'ai regardé juste avec des yeux interrogatoires sans comprendre et puis la boule au ventre parce que c'était la première fois que je sortais chauve quand même. Mmh. Et là il me dit, enfin, ou jeune fille, je sais pas, on sait pas trop. Et là, il s'enfonçait lui-même, en fait. Et moi, j'étais juste, mais Ouais. enfin, calme-toi et tout. Puis après, il me regarde, il continue à s'enfoncer tout seul, à dire non, mais je sais pas, t'as pas de cheveux, je peux pas savoir et tout. Et moi, j'étais, mais enfin, stop, Ouais, stop, stop, arrête-toi là, c'est arrête-toi bon. là, c'est fini. Et là, à ce moment-là, je me rappellerai toujours sur mon compte Instagram privé, j'avais fait un post. En fait, c'est la première fois que je parlais de quelque chose d'aussi fort pour moi. Et là, j'ai dit, ok, ça m'énerve, je veux me battre, en fait, et j'en peux plus. Bon, après, il m'a fallu encore 1 an avant de décider de créer ce fameux compte Instagram pour en parler, mais j'avais déjà commencé à en parler sur mon compte privé parce que j'avais juste saturé à ce moment-là et que personne n'avait rien fait, rien dit, à part mes sœurs qui étaient très en colère aussi parce que bah, juste son comportement à ce personnage-là était un peu indigne et puis parce qu'il s'enfonçait dans un ton en plus très exécrable et que moi je supportais pas ça et qu'il voyait que j'étais mal et il continuait en fait. Et enfin, j'étais juste, c'est pas humain de faire ça, c'est pas humain d'un adulte à un enfant Mais oui, de c'est faire ça, en ça. plus, c'est fou. Et c'était la première fois que j'ai enlevé ma perruque. Et depuis, j'ai quand même décidé de continuer à le faire. Je suis allée à quelques rendez-vous kiné sans. J'allais balader mon chien sans, toujours dans le cercle de ma commune. J'ai été faire des cours de conduite sans ma perruque. Et puis un jour, j'ai pété un plomb. Là, j'avais déjà mon compte Instagram. Et j'ai dit, ça c'était en 2020 du coup, j'ai dit ok, j'ai balancé un post sur les réseaux sociaux et j'ai juste écrit, écoutez, que vous me connaissiez ou que vous me connaissiez pas, que vous me voyiez au lycée, dans le bus ou dans ma ville, que vous m'aimiez ou que vous m'aimiez pas, que vous me connaissiez chauve ou avec une maladie ou non, que vous me croisez au lycée sans savoir que j'ai une perruque ou quoi, peu importe, enfin que vous soyez mes professeurs, des camarades, des amis, des inconnus, des gens que j'aime pas au lycée, bah peu importe, je viendrai chauve demain, c'est comme ça et c'est mon choix. Et ça a été juste une vague d'amour et de positivité. Et le lendemain, je suis arrivée chauve au lycée, Mmh. en me disant que je le ferais juste au lycée. Et au final, je suis devenue chauve, chauve à long terme et Chauve à temps plein. chauve à temps plein, voilà, justement. Et ça m'a fait vraiment du bien et ça a été un peu ma libération pour tout le Ouais. reste finalement. Ouais, ça t'a vraiment eu le déclic où tu t'es dit: «Mais en fait, enfin, pourquoi je porte la perruque?» Pourquoi je m'inflige tout ça depuis des années surtout? Ouais. Parce que c'était un handicap et que je m'empêchais de beaucoup de choses. Enfin, sortir à la piscine, c'était impossible. Sortir dans des parcs d'attractions, c'était Mmh. impossible. En hiver, ça s'envolait avec le vent. En été, je mourais de chaud et je pouvais rien faire. Et moi, je voulais juste la retirer parce que ça grattait, ça me tenait pas. Et c'était juste bah, toujours dans ma tête et j'avais besoin de me sentir libre. Maintenant, le seul souci, c'est les coups de soleil parce que je suis pas prudente, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas de Ouais, je problème. vois. Et du coup, ça a été plutôt bien reçu autour de toi quand t'as décidé d'enlever ta perruque? Il y a eu du bien et du moins bon, j'ai envie de dire, comme dans toutes les situations. Mais j'ai retenu vraiment le positif parce que moi, je me sentais heureuse comme ça, que j'étais forcément très apeurée au début, ce qui est normal parce que je me sentais un peu à nu et que ça faisait quand même 6 ans que j'étais sous cette perruque. Donc, c'était compliqué pour moi de me dévoiler comme ça. Puis forcément qu'il y avait des regards, forcément qu'il y Mmh. avait du jugement, forcément qu'il y avait des choses insistantes, forcément qu'il y avait de la bienveillance, de l'incompréhension, de, du, de la colère, des gens pas chouettes et tout. Mais juste moi, me sentir contente et heureuse, ça rendait les gens heureux aussi et ça m'a fait beaucoup de bien. Et franchement, j'ai pu compter sur d'incroyables professeurs et d'incroyables amis autour de moi au lycée pour m'aider et ça m'a vraiment changé bah, mon quotidien en fait. Mmh. D'accord. Et donc du coup, pourquoi est-ce que tu as fait le choix, de raconter ton histoire, sur Instagram et à quel moment tu as créé ton compte? Est-ce qu'il y a eu un déclic aussi pour créer le compte ou voilà, c'est quoi un peu l'histoire de ce compte? L'histoire de ce conte, elle est quand même incroyable parce que au début, enfin ça part quand même de la petite Pauline de troisième qui voyait tout en noir et qui se disait juste que bah elle avait pas sa place sur Terre parce qu'elle ne servait à rien. Donc cette fameuse petite Pauline, aujourd'hui, j'aimerais juste la prendre dans les bras et lui dire mais t'inquiète pas, tu feras quelque chose de tout ça un jour parce que à ce moment-là, j'étais juste perdue et aujourd'hui, je me dis mais sans mon compte Instagram, je sais pas où je serais et ça c'est vraiment en même temps dur, en même temps effrayant et en même temps beau parce que je me dis mais ça m'a sauvé la vie. Et pour beaucoup de personnes, un compte Instagram, un réseau social, c'est hyper lambda. Mais moi, ça m'a juste sauvé de plein de choses et je trouve ça incroyable parce que, parce que voilà, j'allais pas bien, que je suis rentrée au lycée, que je me suis dit personne ne saura que j'ai une maladie parce que j'ai ma perruque et qu'au final, je me suis rendu compte que me taire sur ce qui venait de se passer, c'était compliqué, que le harcèlement scolaire, ça laissait des traces et des cicatrices invisibles ou non.
et que dans tous les cas, je pourrais pas oublier et que le fait que personne ne sache ce qui s'est passé au collège, ça ne m'aidait pas du tout non plus parce que j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là et d'ouvrir ma parole, mais je pouvais pas. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'en pouvais plus d'être dans cette ville où j'ai tout subi, j'en pouvais plus d'être à l'endroit où il s'était tout passé et on m'a proposé de partir en voyage scolaire. C'était en classe de première, on est parti en Finlande et je me suis dit, ok, moi je pars, enfin, j'ai besoin de prendre l'air juste 5 jours et d'aller à un endroit où je suis pas Pauline avec sa perruque, mais je suis juste Pauline point en fait. Et là, je suis arrivée à cet endroit-là et comme par hasard, le seul moment où j'aurais pu avoir une libération sur ne plus penser à la maladie, il a fallu encore qu'elle me soit ramenée à moi. J'arrive et je vois que c'était des auberges de jeunesse, donc j'en avais conscience, mais avec des douches communes, et ça, j'en avais pas conscience. Ouais, ouais. Et je me suis dit, ok, douche commune, ça veut aussi dire enlever sa perruque en public, ça veut aussi dire traverser des couloirs chauves, ça veut aussi dire tout un tas de choses. Et moi, je dis non, c'est pas possible, j'en suis pas prête, j'en suis incapable, on m'a pas prévenu, psychologiquement, c'est pas possible. Et en fait, on se rend pas compte à quel point dans nos têtes, à ce moment-là, c'est juste la boule au ventre et c'est le drame. Enfin, moi, c'était la boule de trop, on va dire, c'était le truc de trop. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, je m'en sortirai jamais. Enfin, même là, c'était mon point de libération. Et au final non, c'est plus possible. Et à ce moment-là, j'ai vraiment câblé. Je me suis dit, mais je m'en sortirai jamais. Il y aura toujours un truc pour me rappeler qu'elle est là. Il y aura toujours un truc pour m'empêcher de vivre vraiment sans penser à elle. Et il y aura toujours un truc qui me fera de l'anxiété comme ça, en fait, qui n'est plus vivable. Et là, j'avais pas de solution. Enfin, je me suis dit, je vais pas pouvoir ne pas prendre de douche pendant 5 jours, c'est pas possible. Donc, il va bien falloir que je parle. Et là, c'était vraiment, enfin, pour moi, c'était un peu comme si on me mettait face à une montagne de, je sais pas, 300 kilomètres de haut et qu'on me disait, bah, grimpe là en 10 minutes. C'était pas possible. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Du coup, bah, j'ai été voir une professeure et je lui ai dit, écoutez, il faut que je vous parle. Et là, ça a été très très dur. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai raconté le fait que je n'avais pas de cheveux, surtout parce que c'était un petit peu le point principal de Oui. tout ça. Et au final, je suis tombée sur des personnes bienveillantes au possible qui aujourd'hui, enfin, merci en fait, parce que grâce à elles, j'ai pu être accompagnée. Personne n'a su que j'avais ce problème-là, personne n'a su que j'avais peur pendant ce voyage-là. Et tout s'est bien passé, personne n'a vu non plus ma perte de cheveux et j'ai été super bien accompagnée pour que ça ne se voit pas, que ça soit hyper bien organisé. Mais à la fin du voyage, même si je me sentais contente et reconnaissante d'avoir enfin eu ces personnes-là pour m'aider, je me suis dit le problème c'est qu'elles seront pas toujours là, ces personnes-là. Mm. Parfois je serai toute seule ou parfois j'aurai des gens pas bienveillants autour de moi et parfois il faudrait que je me débrouille toute seule. Et je pourrais pas dire merci enfin, à tout le monde tout le temps comme ça parce que bah il y a aussi des gens que je croiserai et qui m'enfonceront plus, qui m'aideront. Et je me suis dit ok, enfin c'était bien, mais maintenant il va falloir mener une belle révolution quoi. Et à ce Mm. moment-là, je me suis dit maintenant que tu as réussi à en parler à une professeure, qui elle en a parlé aux autres professeurs et qui eux sont venus te voir pour t'en reparler, enfin, bats-toi en fait et écris-le. Et ça, c'était en avril 2019. Et le 8 mai 2019, donc un mois après ce voyage, j'ai posé mes premiers mots. C'était sur un coup de tête, un soir. Je venais de passer une journée de jour férié enfermée dans ma chambre à penser à ça. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'en parle. Donc j'ai mis mon premier post pour raconter qui j'étais et de quoi j'étais atteinte. Et je pensais que ça s'arrêterait très rapidement parce que je me suis juste dit, je vais raconter mon histoire et voilà. Enfin, je connaissais pas forcément les comptes body positive, je connaissais pas forcément de comptes qui parlaient de maladie. Enfin, j'étais pas plus que ça sur Instagram, à part sur mon compte privé où je rigolais avec mes amis et je connaissais pas spécialement les ampleurs que ça pouvait prendre. Et moi, dans ma tête, je me suis juste dit, c'est ma bouée de sauvetage, mais en même temps, ça peut déraper. Après, je peux pas tomber plus bas que je le suis déjà. Je me suis dit, ça peut être que du négatif, mais en même temps, faut tenter, parce qu'au point où j'en suis, si je tente pas, je suis plus là. Et du coup, là, j'ai commencé, et au final, ça a été juste plein d'amour, et bah, est née Pauline Alopécia à ce moment-là, et depuis, waouh. Ouais, parce que du coup, pour les gens qui te connaissent pas forcément, aujourd'hui, du coup, ton compte, il a combien d'abonnés à peu près, juste pour voir Je suis à peu près à 11 Ouais, 300, il me semble. voilà, donc c'est quand même un compte qui a quand même pas mal d'ampleur, qui est beaucoup suivi et tout. Et toi, enfin, comment tu vis ça? Est-ce que des fois ça t'apporte une sorte de pression ou est-ce que c'est que du positif? Comment tu le vis, cette exposition? Bah, la pression, j'ai envie de dire, elle est toujours là parce qu'on vit dans une société qui met sous la pression pour tout et pour rien et que je suis une personne hypersensible qui forcément bah, vit sous la pression tout le temps pour tout parce que j'aimerais que tout soit parfait, parce que le moindre bruit, le moindre truc stimulant peut me stresser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, mais à partir du moment où je considère que c'est mon choix, que je l'ai pas fait pour le faire et enfin que je l'ai pas fait pour le chiffre ou pour quoi que ce soit, mais que je l'ai fait juste parce que j'avais besoin de vivre et de me libérer d'un poids, je me dis que, enfin moi je me mets pas de règles. En fait, je me dis pas faut que je poste tous les jours à telle heure, faut que je parle de ci, de ça, faut que je sois active de ci, de ça, faut que je raconte ci ou ça. En fait, je fais juste ce que bon me semble, ce que j'ai besoin de discuter, de parler, ce que j'ai envie de faire, et je me laisse libre de tout parce que moi c'était juste ma bouée de sauvetage et que ça reste ma bouée de sauvetage, et que parfois oui il se passe des choses super belles grâce au réseau, parfois il s'en passe des choses pas du tout belles, parfois j'y suis pas du tout présente parce que c'est juste trop de pression et que j'en peux plus, et tout est ok en fait. Et je sais pas comment je le vis après sur le terme plus
dans le temps, ça prend beaucoup de temps justement et ça peut aussi mettre une pression mais encore une fois, c'est juste à moi de décider si je veux y être ou pas. Donc forcément, il y a la pression de tout le monde fait plein de trucs donc j'ai Mmh. envie de faire pareil donc je le fais. Mais si je sens qu'à un moment, je lâche, qu'il y a l'école à côté, qu'il y a ma vie perso à côté et que j'en peux juste plus, bah, c'est OK aussi et je veux juste faire comprendre aux gens que, enfin, il y a pas de règles dans la vie et c'est à chacun de se mettre ses propres règles. Donc s'il y a plein de gens, enfin, je sais pas, sur les réseaux, si tout le monde fait des règles et tout, même si c'est dur de pas les suivre, tu as le droit de pas les suivre et c'est OK. Mmh. OK. Bah, c'est très bien dit. Et du coup, aujourd'hui, donc déjà, tu as l'exposition sur les réseaux sociaux. Déjà, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es confronté à des réactions négatives ou pas forcément? Comment ça se passe? Il y en a toujours et j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie. Je pense que même aujourd'hui, il y en a plus, moi, dans la vraie vie Mmh. que sur les réseaux. Il y a, on va dire, 90% de belles choses et 10% de moins bonnes. Après, dans les 10% de moins bonnes, et c'est aussi par vague, quand il y a un projet qui sort, là, il y a peut-être plus de risques d'avoir des commentaires négatifs ou des messages assez violents. Ça m'est arrivé plein de fois. Enfin, du cyberharcèlement, ça existe aussi et on peut tous en être victimes. Mais il y a quand même beaucoup de belles choses et j'essaye de retenir ça parce qu'aujourd'hui, enfin, on vivra jamais dans un monde tout rose et on vivra jamais dans un monde où il y aura que des belles choses, mais j'essaye vraiment de les cibler et de les prendre en compte parce que c'est ça le plus important et c'est ce qui me fait du bien moi au quotidien. Mmh. Je me dis, il y a des mauvaises choses, bah écoute, des fois ça me prend à cœur, des fois non. Des fois j'arrive à faire la part des choses, des fois non, mais c'est pas grave, c'est ok, et on avance dans tous les cas et si on arrive à passer outre de ce qu'on vient de te dire de négatif, bah très bien, et si t'arrives pas à passer outre, bah tu sais que ça te fera grandir après et ça c'est ce qui est important. Ouais, c'est une très bonne leçon, hein. Effectivement, en plus, c'est tout à fait l'esprit du podcast, donc c'est très bien. Et justement, tu parlais de réactions qui sont plutôt négatives dans la vraie vie au final. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Bah, c'est vrai que dans la vraie vie, on pense toujours que quand les gens te voient souriant, euh, ils pensent que tout va bien dans ta vie, etc. Et du coup, plus les gens te voient heureuse, plus ils sont gentils avec toi. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens, je sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là juste pour faire du mal. Ils trouvent ça kiffant ou ils trouvent ça drôle. Et après, il y a des gens très bienveillants qui vont t'arrêter, te poser des questions, te demander qu'est-ce que t'as, de manière hyper sociable, hyper gentille, hyper humaine, et c'est complètement ok pour moi. Il y a des gens qui vont se poser des questions qui vont être un peu maladroits, mais c'est ok aussi. Puis il y a des gens, ils vont être là et ils vont juste pas comprendre que ça fait du mal, ou alors si, ils vont comprendre et ils Ils vont... en jouent, ouais. Oui, ils en jouent justement. Et, et oui, déjà, il y a les enfants, parce que forcément, pour les enfants, c'est quand même intriguant, et Mm. puis parce que parfois... il y a des parents qui vont leur expliquer ou parfois il y a des parents qui vont prendre l'enfant par le bras et dire non mais c'est bon, oublie cette personne, mais en fait moi je dis juste, enfin le problème c'est que lui il va grandir avec ses questions et quand ça sera lui l'adulte il reproduira sans doute le même schéma avec son enfant Mm. et c'est hyper dommage. Mais je crois que le pire dans la vraie vie c'est les adultes en fait, c'est eux qui ne comprennent pas ce que je puisse vivre. Puis bah, je mène plein d'autres combats à côté de celui-ci, donc il y a beaucoup de choses des fois, ça leur fait peut-être un trop plein, je sais pas, de me voir débarquer avec mon sac LGBT, pas de cheveux sur la tête, Mm. enfin tout ça en fait, Ouais, peut-être qu'ils se disent ça fait trop pour eux, ouais, là. Ils disent, voilà, ouais, peut-être qu'ils trop se de disent choses non, que mais je c'est pas tolère pas. possible, 2021 et c'est jeune, qu'est-ce que c'est et tout. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué pour eux. Et enfin, franchement, des exemples, j'en ai des milliers parce que bah, malheureusement, enfin, en fait, je le compte même plus parce qu'encore une fois, c'est comme la perruque, c'est un peu bah, la routine de tous les jours. Enfin, j'ai envie de te dire, moi, je sors. Enfin, j'oublie que j'ai pas de cheveux sur la tête parce que pour moi, j'ai pas de cheveux et c'est Oui, comme c'est un ça. fait. Mais les gens, en fait, te le rappellent souvent. Et enfin, des fois, je vais sortir, tu vas avoir que de l'amour. Des fois, tu vas sortir, il va rien se passer. Des fois, tu vas sortir, mais t'as envie de frapper tout le monde parce que t'en peux plus, en fait. Genre, je raconte toujours cet exemple, mais un jour, j'étais en train de faire mes courses au téléphone avec ma maman parce que je savais pas quelle crème fraîche fallait que je choisisse. Première course étudiante, la galère et tout. Et pendant tout le temps que j'étais au téléphone, j'ai vu une dame qui était vraiment fixée et bloquée sur moi, mais à croire qu'elle se rendait même pas compte qu'elle avait ses yeux bloqués sur moi. Et ça devenait oppressant. J'ai fini par raccrocher le téléphone et lui dire mais écoutez, vous avez un problème. Et là, elle se touche son crâne en disant ouais, mais bon, quand même, enfin, c'est assez rare, c'est assez bizarre et tout. Je regarde, je fais mais enfin, c'est vous qui êtes bizarre, c'est votre comportement qui est bizarre. Enfin, je vous demande pas votre avis, je vous demande rien. En fait, elle fait mais c'est assez spécial quand même de pas avoir cheveux sur la tête. Et je la regarde, je fais mais enfin, pardon, excusez-moi, mais c'est hyper maladroit ce que vous me dites. Et enfin, je lui fais comprendre, elle avait quand même, je sais pas, peut-être l'âge de ma maman, Ouais. que tu dis pas ça à n'importe quelle personne, mais encore moins enfin, l'enfant que je suis quand même. Mm. Et moi, je comprenais pas. J'étais, mais c'est pas à moi de remettre en place une adulte en fait. Et pourtant, c'est ce que j'ai dû faire. Et j'ai fini par lui dire, écoutez, enfin là, vous me dérangez, et moi, je vais partir. Et je suis partie en fait. Et enfin, moi, ma journée, du coup, j'étais en boucle sur ça. Je me suis dit, mais quand même, elle se prend pour qui et tout. Et j'étais en Ouais. colère parce que j'aurais aimé lui dire, écoutez, je vis ça et tout, pouvoir lui expliquer. Mais enfin, j'ai plus envie de Ouais, prendre mais des mon fois, temps t'as et pas envie de faire de la t'as pas la pédagogie. patience pour des gens Ouais. qui se rendent même pas compte de. Enfin, moi, je le vis bien, donc j'étais pas trop mal, j'étais plus en colère. Mais je me dis, admettons que ce soit quelqu'un qui sorte chauve pour la première fois, qui se sent vraiment pas bien Mm. avec ça. Enfin, c'est pas le genre de Ouais. personne que t'as envie de croiser sur ton chemin, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, il y en a plein, hein. Mais aujourd'hui, enfin, limite, j'en ris parce que je me dis, mais ils sont complètement cons, ces gens-là. Mm. Ouais, c'est fou.
Et justement, en parlant de sensibilisation un peu, j'ai vu que l'autre jour, tu avais fait une intervention dans une école, c'est ça? Pour sensibiliser un peu à ce que tu avais vécu. Tu peux en parler un peu de comment ça s'est passé, ce que tu as fait, pourquoi tu étais là-bas, etc. Alors, j'avais déjà fait un témoignage, l'année dernière quand j'étais encore en terminale, face à des amis et quelques professeurs et j'en ai fait un il y a pas très, très longtemps à l'improviste dans mon ancien collège parce que, j'y suis passée pour faire coucou à une personne, de ce collège-là, en fait et ils m'ont dit: «Oh beh, viens témoigner, sur le groupe pastoral et cetera, ça serait super intéressant de parler de la dite différence en quelque sorte» parce qu'on l'est tous et on est juste, on peut dire, hors normes, des normes de la société et sauf qu'une personne qui faisait de la gym avec moi et qui est professeure des écoles maintenant m'a contactée sur Instagram et m'a dit: «Écoute Pauline, j'ai vu que tu avais déjà donné plusieurs témoignages un peu improvisés et pas forcément, enfin bien ciblés et cetera. Est-ce que tu veux en faire un premier devant des enfants de CM1, CM2?» Et là, moi, ça a été, un peu le choc parce que, enfin, c'est comme tout le monde, je pense, j'avais des objectifs, des convictions, des rêves et j'avais envie de pouvoir sensibiliser des enfants, en parler. Mais quand je me l'imaginais, d'un côté, c'était un peu un fantasme de je veux le faire, je veux pouvoir montrer aux enfants que c'est ok, pouvoir sensibiliser, enfin me battre encore plus fort. Mais d'un côté, ça me terrorisait juste de me l'imaginer en tête, enfin vraiment m'imaginer devant des enfants, je me dis non, c'est pas possible, enfin, c'est des enfants qu'on l'âge que j'avais quand j'ai eu ma maladie, c'est des enfants qui sans doute jugent ou sont jugés, c'est des enfants qui vivent peut-être du harcèlement ou qui le font vivre, c'est des enfants qui vont rentrer en sixième l'année prochaine, enfin comment je vais faire? Est-ce que je vais trouver les bons mots? Est-ce que je vais pas les faire paniquer? Est-ce qu'ils vont pas avoir peur de moi? Est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi? Est-ce que j'ai la carapace nécessaire pour affronter des enfants? Parce que quand même c'est quelque chose les enfants, et tu te dis: «Est-ce que je vais y arriver ou non?» Et au final j'ai dit oui parce que je suis de toute façon, au point où j'en suis, c'est pareil, enfin faut que je teste, dans tous les cas on verra bien. Et j'y suis allée et je me suis dit: «Mais en fait, enfin, c'est incroyable». Donc oui, ils avaient des petites questions un peu déplacées, oui, il y avait plein de choses qui n'avaient aucun rapport avec l'alopécie, mais je me suis dit: «Mais en fait, c'est dingue quand même» parce qu'ils étaient hyper curieux et c'était pas, des personnes de collège hyper réservées qui osent pas te poser de questions. Enfin là, à l'inverse, ils en posaient plein. Ils étaient vraiment, vraiment incroyables et enfin, j'avais juste tous envie de les prendre dans mes bras en leur disant: «Mais merci, merci de me donner cette chance» et c'est dingue pour moi de me dire que j'étais à leur place il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle Ouais, et c'est moi qui peux finalement prendre une revanche sur ce que j'ai vécu, à leur place finalement. ouais, Et voilà et du coup, là normalement, d'ici septembre, j'irai témoigner officiellement dans mon ancien collège donc reprendre un peu les rames de ce que j'ai vécu là-bas d'une autre manière et ça ouais. va me faire peur mais je pense que ça a un bon tournant et nécessaire, dans ma vie parce que encore une fois, ça peut être quelque chose qui peut être très minimisé pour beaucoup mais qui pour moi est super important. Ouais. Et du coup, pendant ton intervention, tu sensibilisais sur l'alopécie et sur le harcèlement, du coup, les deux? Ça a été ouais, vraiment, première partie, on me raconte ce que c'est l'alopécie avec des mots simples et cetera et ensuite on parle du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, pour moi, est important et je pensais qu'il y a toujours enfin, en tout cas, aujourd'hui, quand je suis arrivée à Rennes, pour mon année, de prépa et tout, je me suis dit: «Ouais, le harcèlement scolaire, c'est bon, c'est loin, c'est derrière moi et tout», mais avoir vécu d'autres traumatismes cette année fait que finalement, c'était pas si loin que moi parce que c'est vite remonté à la surface aussi et je me suis dit: «C'est remonté à la surface, pas d'une manière violente où ça m'a fait du mal, mais d'une manière où je sentais qu'il y avait un truc à terminer» et le truc à terminer, en fait, c'était juste de sensibiliser sur ça et d'aller plus loin que juste l'alopécie parce que mon alopécie m'a conduite à plein d'autres choses et enfin, je suis pas Pauline et son alopécie, je suis Pauline et ce qui se passe dans sa vie Mm. et j'ai décidé justement de parler aussi du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'a touchée, qui me touche encore aujourd'hui, le harcèlement, dans les grandes lignes et je me suis dit qu'il fallait, en parler, qu'il fallait, vraiment briser ce tabou et parce que j'ai l'impression que, l'éducation n'est pas encore trop sensibilisée à ça et qu'il faut le faire parce que c'est important et qu'on est beaucoup trop à subir ça et à en vivre, de manière plus ou moins forte. Mm. Ouais. Puis tu parles de Pauline et tout ce qu'il y a dans sa vie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ton alopécie. Ouais. Et tout à l'heure, oui, tu m'as fait rire en disant, oui, avec le combo LGBT et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de ton engagement, du coup, vis-à-vis de la communauté LGBT, de toi, qui tu es, etc. Voilà, pour expliquer un petit peu. Ah, c'est vrai que, souvent quand on me voit, enfin j'ai pas de cheveux, c'est un fait et du coup on va croire que je suis juste Pauline et son alopécie, mais enfin Pauline elle a aussi une vie à côté et l'alopécie fait que ça m'a, je vais dire, fait grandir un peu plus vite que la norme et j'ai pas trop eu d'enfance et d'adolescence et aujourd'hui je suis un peu, l'adulte qui doit gérer plein de situations et à qui on dit: «Bah, pourquoi tu sors pas faire la fête? Pourquoi tu fais pas comme tous les enfants de ton âge?» Je fais: «Mais parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette norme et que moi aujourd'hui, enfin, j'en peux plus, je sature de voir tout ce qui se passe à l'extérieur et parce que j'ai dû trop longtemps grandir, assez vite et qu'aujourd'hui, j'ai des convictions et des valeurs qui sont de plus en plus fortes et le fait d'arriver à Rennes dans une grande ville, de voir des manifestations, d'être hypersensible et d'être en colère sur tout ce qui se passe dans le monde, ça donne envie de se battre et ça donne aussi envie de se connaître enfin. Parce que pendant des années, j'étais concentrée que sur mon alopécie et j'ai jamais, vraiment, été face à moi-même en me disant: «Qui je suis? Qui est-ce que j'aime?»
est-ce que je me sens bien avec moi-même? Est-ce que j'ai un bon rapport à mon corps? Et tout ça, en fait, je me suis pas posée parce que moi, j'ai juste fait toute mon adolescence avec mes cheveux, mes cheveux et mes cheveux. Et à 18 ans, se rendre compte que t'es plus la Pauline de 13 ans, mais la femme de 18 ans, c'est super compliqué. Et tu te prends vraiment un tsunami dans la gueule, en fait, parce que tu te dis, mais, enfin, purée, je suis qui? Genre, j'ai changé physiquement, j'ai changé psychologiquement, et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et là, c'est super compliqué, en fait, parce que tu te dis, mais, enfin, je suis complètement perdue. Et là, il y a la phase de, tu pars dans une grande ville à Rennes, tu dois te débrouiller tout seul et tu te dis, bon, bah, c'est peut-être le moment pour me poser les bonnes questions. Et là, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis, bah, avec le temps, des amis qui m'ont entouré, qui faisaient partie justement de cette dite communauté et qui se battaient déjà pour différentes causes, je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai envie de me battre pour l'alopécie, mais pas que. J'ai envie de me battre pour tout ce que j'ai vécu. J'ai envie de me battre pour toutes les causes qui me tiennent à cœur, que ça soit l'écologie, que ça soit bah, la cause LGBT, que ça soit la cause féminisme, que ça soit enfin vraiment plein, 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 plein de causes. Et là, je me dis, mais en fait, tout a un lien finalement. C'est juste vouloir militer pour ses droits, vouloir militer pour sa vie, vouloir Mmh. militer pour ses choix ou non. Et là, je me suis dit, mais en fait, Pauline, enfin, t'aimes les filles. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, enfin, on a à peine fini un poids, on a à peine fini un travail sur Oh non, encore l'alopécie, un truc. et il y a encore un truc pour lequel il faut se battre et tout. Et là, je me suis dit, alors, est-ce que j'ai la force? Est-ce que je suis pas épuisée? Et là, je me suis dit, bah en fait, non, parce que c'est juste ma vie, il faut que je me batte encore une fois pour. Et j'avoue, j'étais un peu en colère de me dire, purée, enfin, pourquoi je me facilite pas la vie? Pourquoi tout vient à moi comme ça? Pourquoi c'est juste plein de combats? Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça, vivre. Enfin, moi, je peux pas vivre en ayant une vie lambda où tu vas au travail toute la journée, tu rentres, tu prépares la cuisine, tu dors et tu refais pareil le lendemain. Moi, j'ai besoin d'une vie où, bah, malheureusement, ça peut m'atteindre beaucoup, beaucoup et que on passe des phases où on est juste dans un état qui fait qu'on n'est plus capable de se battre. Mais il y a aussi ces phases-là où justement on se bat et pour moi, c'est ça être en vie et c'est ça pouvoir faire quelque chose d'utile bah, dans ma vie, justement Mmh. m'engager et me battre. Du coup, aujourd'hui, oui, j'aime les filles et oui, je suis super contente de me battre aussi pour cette cause-là et de pouvoir en parler enfin sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, moi j'avais adoré ta photo sur Instagram avec ta petite pancarte chauve, Lesbienne et lesbienne et fière. fière. Mon C'était coming out ouais. médiatique. Ouais, et justement, ça s'est passé comment ce coming out? Et ben, je m'attendais à avoir quand même quelques réactions affreuses. Et au final, ça a été que d'amour et de bienveillance. Je crois que je m'en suis toujours pas remise parce que j'ai eu du mal à réaliser que c'était possible. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue quand même. Mmh. Et ça a été incroyable. C'était Ouais. juste après la Pride de Rennes, ma première Pride. Et j'étais. C'est beau, enfin, Mmh. c'est dur, c'est un combat. Et on s'en prend plein la gueule encore pour ça et pour plein d'autres choses. Et enfin, j'étais d'un côté en colère et épuisée de tout ça et de ce monde dans lequel on vit. Et d'un côté, il y avait la Pauline pleine de revendications et de colère positive qui s'est dit mais c'est beau quand même. Mmh. Et c'est beau l'amour qu'il y a sur un sujet qui n'est pas facile. Ouais, c'est ça. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as ressenti en défilant à cette Pride avec voilà, ton crâne chauve, ton petit drapeau LGBT, ta petite pancarte? Qu'est-ce que tu ressentais, toi, à ce moment-là? Je crois qu'à ce moment-là, enfin, j'ai pas ressenti grand-chose à part juste une vague d'amour et de joie. Et tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est juste que bah, j'étais fière d'être moi-même et j'étais fière d'être enfin ouais, qui je suis et de pas avoir à me cacher surtout. Ouais, je pense que c'est ça le mot-clé un peu, c'est la fierté, je pense, qui revient beaucoup et qui est Ouais. importante au final. Enfin, pour toi, ouais, c'est important d'être fier de soi et ouais. Pour moi, enfin, j'ai du mal à me dire que je suis fière de moi parce que pour moi, ce que je fais, c'est normal dans le sens où je dois passer par là pour aller mieux, que je dois aider les gens pour aller mieux et que ça fait partie de moi, donc je peux pas être autrement. Mais là, j'avais quand même ce sentiment de fierté de me dire, je peux enfin être moi-même. Et ça, c'était super important parce qu'on pense que c'est facile, mais ça l'est pas du tout. Et que même là, au quotidien, je suis la première à dire à tout le monde, fais les choses pour toi, sois toi-même, etc. Mais ça m'arrive très souvent de m'empêcher d'être vraiment, vraiment moi-même à 100% parce qu'il y a la peur de l'autre, il y a la peur de l'humain, il y a la peur du monde et il y a plein de peurs aussi qui sont Mm. toujours là et toujours ce petit syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité qui est toujours présent et c'est compliqué de s'aimer et d'être fier de soi et assumer son crâne chauve, ça veut pas dire que tout est ok, que tout est parfait surtout. Et ça, c'est Mm. bien de le rappeler aussi parce que tout le monde pense qu'un coup tu t'assumes et tout, c'est bon, tout va bien et tout, mais Oui, non, c'est enfin, ça. C'est important aussi de dire, bah, en final, on peut être fier de soi. Et même quand on a des coups de mood, et voilà, c'est pas parce que tu te sens moins bien, que tu déprimes, etc., que tu dois pas être fier de toi. Enfin, voilà, je pense que c'est ça aussi qui est ouais. important. Bah en fait, c'est humain et c'est tout. Et Oui, c'est ok voilà. surtout. Ouais, c'est ça. Et si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu dirais justement à la toi petite qui commence à perdre ses cheveux et qui comprend pas ce qui lui arrive et qui a peur? Putain, moi, cette petite enfant, je m'imagine juste que ce soit tous les enfants là de la Terre qui puissent perdre leurs cheveux ou avoir une autre pathologie lambda ou même juste des personnes qui sont pas bien ou qui ont besoin d'entendre ces mots. Mais j'aimerais juste prendre tous ces enfants dans ces bras-là et dans mes petits bras et leur dire, mais écoute, enfin, ça va être dur. Il
y aura des montagnes, mais tu vas t'en sortir et même quand tu seras plus grande, tu vivras encore des choses compliquées. Là, par exemple, actuellement, je suis dans une phase qui est compliquée et je me dis: «Mais en fait, dans ces moments-là, tu te dis que tu t'en sortiras jamais parce que c'est trop dur, parce que tu es fatiguée, parce que tu es épuisée, parce qu'il faut que tu te battes tout le temps et que» enfin, des fois, tu te dis juste: «Mais je peux pas avoir juste une minute de répit pour souffler un peu?» Tu crois que tu t'en sortiras jamais, mais moi, avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte que même les choses les plus atroces qui ont pu se passer dans ma vie, je me dis: «Mais en fait, enfin, je les ai surpassées. Aujourd'hui, j'en fais quand même quelque chose de beau, en fait». Enfin, même si ça laisse des traces, même si parfois je vais pas bien avec ça, ça m'a rendue plus humaine et ça m'a permis de voir le monde autrement et j'aimerais juste prendre cet enfant dans les bras et lui dire: «Mais écoute, enfin, ça sera des montagnes. Parfois, tu arriveras en haut au sommet, parfois tu redescendras très, très bas, mais tu arriveras toujours à gravir ce que tu as à gravir et tu t'en sortiras, surtout crois en toi Mmh. et enfin, vis, en fait. C'est juste, vis, putain, vis ta vie, enfin Ouais. et voilà, quoi». Et ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un, qui traverse justement un moment difficile comme ça ou que ce soit la perte des cheveux ou autre chose où voilà, tu te retrouves à perdre toute confiance en toi parce que tu te dis: «Mais je vais plus réussir à rentrer dans la norme». Voilà, ça peut être aussi, en découvrant justement, son identité, en se disant: «En fait, par exemple, moi, je suis une fille qui aime les filles, qu'est-ce que je vais faire?» Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a l'impression un peu de sortir de la norme qui nous est imposée et qui sait pas trop comment s'y prendre? Je pense que je lui dirais que même si c'est dur, faut que cette personne croit en elle et qu'elle sache que si elle est comme ça, c'est pas une tare, que c'est pas grave et que ça fait partie d'elle et qu'elle doit en être fière et qu'il faut être clairement beaucoup plus fière, même si ça peut être très compliqué aux yeux de sa famille, aux yeux de ses proches, aux yeux du monde, d'être par exemple une femme qui aime les femmes que, de se dire: «Bah, je vais harceler quelqu'un». Mmh. En fait, même si ça peut être des combats beaucoup plus durs, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère. Il faut que cette personne soit fière et se batte et que si elle a besoin d'aide, qu'elle communique et qu'elle cherche l'aide dont elle a besoin. En tout cas, aussi lui dire que c'est des personnes qui seront jamais seules et que même si c'est souvent très, très compliqué de trouver la personne à qui on a envie de parler, cette personne elle est toujours là et on est plus de 7 milliards sur terre, on trouvera toujours une personne qui Mmh. sera là pour nous écouter, et on trouvera toujours un moyen de se réfugier ou de se battre et même pour les personnes qui vivent les pires des choses et qui ont besoin d'entendre ces mots, en fait, je pense qu'il y a juste il y a pas que du bonheur et j'en ai conscience et je suis pas enfin, même si je suis là à relater du positif, moi aussi, hein, j'ai mes phases, c'est humain justement et c'est ça que j'ai envie de dire, il y a pas du tout blanc ou du tout rose ou du tout noir ou du tout rose et enfin, faut juste passer par des phases et c'est ça la vie et même si c'est pas toujours facile, mais c'est ça qu'on ressent quand on est en vie et c'est beau aussi. Mmh. Et donc, toi, c'est quoi aujourd'hui tes projets, pour les années à venir? Bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de projets, mais c'est vrai que je suis une personne qui a du mal à se projeter comme ça parce Mmh. que, je sais pas, soit j'ai peur que le karma fasse des siennes ou soit je me dis toujours, «Ouais, si je m'engage, ça se trouve, je le ferai pas» ou quoi que ce Mmh. soit. Mais je Bon, pense après, on a le que droit de commencer des trucs et de pas c'est les ça. finir, Mais dans le fond, je pense que mes projets sur du long terme, ça serait juste, de continuer de me battre, d'essayer de faire des choses encore plus concrètes sur tous les sujets que j'emploie. Parce que là, j'avoue que je suis un peu perdue quand même parce que moi, je partais pour parler de l'alopécie. Aujourd'hui, je m'éparpille un peu sur d'autres sujets. J'aimerais bien que ça devienne de plus en plus concret. Mais enfin, le projet que j'aimerais le plus faire, ça restera toujours le même, c'est créer mon association et avant j'étais: «Oui, je vais en créer une sur l'alopécie et tout». Maintenant je me dis: «Mais en fait, c'est pas ça qui me correspond, je veux pas encore une fois fermer une association à une case et tout» et mmh. j'aimerais tellement faire une asso sur les minorités parce que je pense que c'est important et qu'on est beaucoup trop à subir, en silence beaucoup de choses, à souffrir en silence et j'aimerais juste pouvoir, créer un endroit juste de bienveillance et d'amour, pour, toutes les personnes qui en ont besoin et toutes les personnes qui se sentent, seuls ou qui se sentent, oppressés par, ce qui se passe dans le monde, par ce qui se passe dans leur vie et ça serait vraiment un projet incroyable et Mmh. pouvoir, poser aussi des réels mots, dans un livre peut-être un jour, qui sait, sur tout ce qui se passe. Je pense que c'est important pour moi. Ouais, beaucoup de très beaux projets en tout cas. J'espère. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Ben j'aimerais juste dire à tout le monde que je les aime et que c'est des personnes incroyables et que même si, là, la personne qui va nous écouter, je la connais pas du tout, j'ai envie de lui dire qu'elle est forte, qu'elle va se battre pour tout ce qu'elle a envie de se battre et qu'elle va avoir une belle vie parce qu'elle va tout faire et tout donner pour y arriver et que bah, juste, enfin, c'est une personne incroyable et que l'arc-en-ciel, c'est juste, la vie en général. Il y a des phases moins belles, il y a des phases plus belles, mais qu'on arrive toujours à trouver, le petit rayon de soleil après la pluie et voilà, en tout cas, on peut tous en sortir, un jour ou l'autre et moi, j'envoie tout l'amour du monde à tous ceux qui le méritent. Merci beaucoup. Là, c'est la dose de positivité, de bonne humeur, ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir raconté ton histoire. C'est vrai que bon, j'en connaissais certains aspects grâce à ce que tu racontes sur Instagram, mais c'est vrai qu'avoir une vraie discussion sur le sujet, c'est hyper intéressant et voilà, j'espère que ça va être écouté et partagé
Et voilà, parce que je pense qu'on a tous besoin, comme tu dis, voilà, c'est pas que l'alopécie, au final, de l'alopécie que tu as vécue et que tu vis encore, c'est ce que tu as ressenti, c'est ressenti par beaucoup de personnes qui se sentent justement hors normes et en marge de la société. Et c'est hyper important, en fait, de montrer de la positivité, mais tout en disant qu'on peut être pas bien des fois. Et c'est aussi important de le rappeler parce que voilà, la vie, comme tu dis, c'est pas toujours tout rose. Et même quand on est militant, même quand on est activiste et qu'on essaie de montrer ce qui va dans le monde, il y a aussi des choses qui vont pas. Et voilà, c'est normal. Donc voilà, merci beaucoup. Et je suis vraiment convaincue que c'est grâce à des comptes comme le tien qu'on peut, qu'on peut faire avancer les choses et qu'on peut briser les tabous, qu'on peut aider des gens à se sentir moins seuls, etc. Donc voilà, merci beaucoup, Merci à Pauline. toi. J'ai envie de pleurer. Ah! Que d'émotions. Ouais, moi aussi. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Et enfin, voilà, je trouve que c'est hyper bien que tu sois là, à militer, etc. Enfin, je trouve que ça donne vraiment, enfin, ceux qui suivent pas Pauline, allez suivre Pauline parce que ouais, je trouve que vraiment ça donne des boosts de confiance en soi et surtout de ça permet de relativiser et aussi d'être fier de soi justement en se disant bon bah ok, genre là aujourd'hui je vais pas bien mais demain j'irai mieux et c'est pas grave, ou peut-être que demain j'irai pas bien non plus mais au bout d'un moment ça ira mieux. Comme tu dis, c'est vraiment genre des montagnes Ouais. et voilà, c'est hyper bien comme image à garder en tête. Donc merci beaucoup, enfin je pense que tu peux vraiment être fier de toi, de tout ce que tu fais, etc. C'est que Donc d'amour, ça fait trop du bien. Merci à toi. donc merci beaucoup pour cette interview et puis voilà, merci encore. Merci beaucoup. Si vous aussi vous souffrez d'alopécie, sachez que vous n'êtes pas seul et gardez en tête que cette particularité physique est précieuse chez vous et qu'elle vous rend unique. Nous avons toutes et tous des différences, des aspects qui peuvent nous faire sentir hors normes, qu'il s'agisse de l'alopécie ou pas. Et je vous conseille de suivre des comptes Instagram qui mettent en avant ces différences qui rendent notre monde si beau et multiple. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à suivre le compte de Pauline, donc Pauline Alopecia. Je songe aussi au compte de Justine, donc Justine Accessible, qui décomplexe beaucoup sur le physique. J'aime beaucoup aussi personnellement le compte de Nelia, donc Nelia Kessiri, qui porte une prothèse et qui sensibilise sur beaucoup de choses. Donc voilà, quelle que soit votre particularité physique ou même psychique, essayez d'apprendre à vous aimer. Comme nous l'a montré Pauline, le chemin est long et parfois difficile, notamment lorsque l'on fait face à du harcèlement et à des moqueries, mais essayez de garder espoir et de retrouver confiance en vous. Pauline est un très bel exemple de la lumière derrière l'arc-en-ciel. Enfin, je voudrais toutes et tous vous inviter à être fiers de qui vous êtes. C'est toujours important de l'être, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on nous donne 1001 raisons de douter de nous. Alors comme Pauline, apprenez à vous aimer tout en acceptant les moments de doute, de peur, de remise en question, mais surtout, au-delà de tout et à n'importe quel moment, soyez fiers. Somewhere over the rainbow. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi venir raconter votre histoire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je compte sur vous pour faire vivre ce podcast autour de vous en partageant l'épisode et en parlant à vos proches. Venez nous rejoindre sur Instagram et surtout, n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. Drops high above the chimney top.